Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur El Magharibiya pour ce nouveau numéro de Microscope. Merci pour votre fidélité. Nous sommes le 18 décembre 2024 et depuis 2000, exactement depuis le 18 décembre 2000, journée proclamée, c'est donc le monde aujourd'hui qui rend hommage, qui commémore, qui célèbre cette journée internationale des migrants. Je vous le disais, donc proclamée par l'ONU en 2000, qui met en lumière les droits des migrants et leur contribution au développement mondial. Aussi, on sait combien les migrants, lorsqu'ils se déplacent, on va en parler dans le cadre de cette émission avec nos invités, apportent aussi énormément d'éléments positifs et de richesse pour les pays qui les accueillent. Donc réfléchir aux enjeux complexes liés aux migrations dans un contexte global marqué par les crises humanitaires et économiques, entre autres. Les migrations, souvent motivées par des quêtes de sécurité, d'opportunités économiques ou de paix, exposent les individus à des défis considérables, comme par exemple la discrimination, les dangers physiques, l'isolement social, entre autres notamment. On va en parler. Voilà ce que disait Amélie Gauthier, spécialiste en droit humain. Cette journée rappelle l'urgence d'un dialogue global sur la migration alliant humanité et justice, une journée qui encourage les gouvernements, qui devrait et qui doit encourager les gouvernements et les citoyens à adopter une approche respectueuse des droits, des libertés, des droits des migrants, tout en valorisant leur contribution aux sociétés d'accueil. Nous allons en parler, nous allons nous intéresser bien évidemment à l'Algérie ce soir dans une déclaration à l'occasion de cette journée mondiale de la migration. Le Conseil des droits de l'homme a salué, et oui, l'approche de l'Algérie concernant la migration régulière. Le Conseil a affirmé que l'approche algérienne repose sur le traitement de ce phénomène en luttant contre ses causes réelles. Le Conseil a affirmé, je cite, que l'Algérie s'efforce de faciliter le retour des migrants vers leur pays d'origine dans les meilleures conditions. Nous allons parler aussi de ces migrants, de ces hommes, ces femmes, ces familles qui arrivent notamment de l'Afrique subsaharienne, dans cette région du Sahel, touchée par cette crise et ces conflits, qui arrivent en Algérie, qui veulent transiter en Algérie pour se diriger vers d'autres pays, notamment l'Europe, l'Eldorado, et bien qui sont traités comme moins que rien. On en verra quelques images tout à l'heure. Et puis bien évidemment, il y a les migrants algériens. Ce sont ces familles que certains appellent les haragam, mais que j'ai envie de dire tout simplement des hommes, des femmes, des individus, des Algériens devenus de toute classe sociale, riches ou pas, jeunes ou pas, femmes ou pas, enfants, même des bébés voyagent avec leur famille, qui malheureusement coûte que coûte quittent le pays pour se retrouver en Europe pour des raisons diverses, mais notamment économiques, pouvoir d'achat, mais surtout les droits et les libertés. Avec nous pour en parler, Kamel Mortefi, bonsoir, vous êtes au Canada, militant politique, bonsoir. Bonsoir Chaban, bonsoir à l'équipe de Magharibiya, bonsoir à vos invités, et bonsoir à celles et à ceux qui nous écoutent, et merci pour l'invitation. Merci infiniment. Est avec nous aussi Rachid Hassani, secrétaire national du RCD. Bienvenue à vous en charge de la communication. Merci Chaban pour l'invitation. Bonsoir à Kamel Mortefi, bonsoir à tous ceux qui regardent le Magharibiya en ce moment. Merci infiniment. Et puis en parlant, vous êtes Kamel Mortefi au Canada, une information Radio-Canada qui a fait tout un papier là-dessus. 5 ans de prison en Algérie pour le militantisme de son père au Canada. C'est le jeune Massinissa Lakhal qui a écopé de 5 ans d'emprisonnement en Algérie en raison surtout du militantisme de son père, donc Ahmar, qui est actuellement au Canada. Et voilà, donc il craignait le pire. Je suis de caractère pacifique toute ma vie. J'ai souvent pris les choses du bon côté, mais là, j'ai une colère qu'on ne peut pas mesurer. Une citation donc du papa qui est au Canada aujourd'hui. Donc son fils se voit donc se voit infliger 5 ans de prison pour apparemment donc les activités politiques de son papa, notamment autour du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, qui relève aussi des droits et des libertés. Je vais commencer avec vous, Rachid Hassani. L'état de santé d'un pays se voit aussi par le bien-être de son peuple.
Aujourd'hui, il y a des migrants dans le monde entier. On va évoquer bien évidemment les migrants qui arrivent en Algérie, mais il y a aussi les migrants, les Algériens qui quittent l'Algérie et qui migrent ailleurs, comme en Europe, qui parfois arrivent dans des situations difficiles. Certains perdent la vie, des raisons économiques, des raisons de liberté, de droit. Un point là-dessus, avant de vous faire réagir, bien évidemment, sur le Conseil des droits de l'homme qui salue l'approche du pouvoir algérien. Effectivement, cette problématique de l'immigration et de la migration est une problématique épineuse qui se pose notamment à un certain nombre de pays où il ne fait pas bon de vivre sur un certain nombre de domaines, qu'ils soient politiques, qu'ils soient culturels ou qu'ils soient d'ordre social ou sécuritaire. Et effectivement, nous avons plusieurs types de migration. Nous avons d'abord la migration de contraintes, les gens qui sont contraints de migrer parce que ils ne trouvent pas des débouchés sur le plan du travail, ils ne vivent pas bien sur le plan social ou tout simplement parce que ils sont persécutés pour leurs droits politiques, de conscience ou culturels. Et donc il y a plusieurs formes de migration. Il y a aussi les migrants ou les immigrés qui fuient des guerres, qui fuient des conflits de leur pays, comme c'est le cas notamment des migrants que nous connaissons, ceux du Sahel et qui viennent en Algérie pour transiter, pour partir en Europe. Certains fuient la guerre, d'autres voient en Algérie un pays de transit pour atterrir en Europe et retrouver des conditions de vie meilleures. Voilà. Et pour nous, notre cas effectivement est un cas un peu spécial, et nous vivons effectivement ces dernières années des flux de migrants vers l'Europe d'une intensité importante, à tel point que beaucoup de nos jeunes périssent en mer parce que ils fuient leur pays, ils fuient la misère, ils fuient la mal-vie, ils fuient les conditions politiques très extrêmes, faites de répression, d'interdiction, tous ces azimuts d'expression politique ou d'opinion. Donc, et puis il y a aussi cette répression de la vie culturelle, de la vie tout court, de jeunes Algériens qui n'arrivent pas à respirer, qui n'arrivent pas à retrouver des conditions normales pour vivre dans leur pays. Et puis il y a ceux qui migrent parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des débouchés sur le plan du travail, ou aussi ceux qui fuient pour retrouver des conditions de travail meilleures, pour faire éclore leur intelligence, leur savoir-faire dans des pays où des conditions meilleures sont offertes. Voilà. Et déjà, je dirais que chez nous, ce facteur, ce phénomène, ce fléau de la migration aussi est un baromètre qui nous indique l'échec total des politiques publiques depuis 62. Ce n'est pas aussi l'échec de ce régime Tebboune seulement, mais c'est vrai qu'il est exacerbé depuis 2020 par le fait de la répression féroce qui s'abat sur les Algériens. Mais en tout cas, ça démontre, donc ce fléau démontre et nous montre l'échec des politiques publiques depuis 62 sur tous les plans, qu'ils soient politiques, sociales, culturels ou autres. Et donc c'est la vitrine, c'est le baromètre de l'échec de ces politiques publiques. L'état de santé du pays se démontre effectivement par le bien-être et le bon vivre d'un citoyen, qu'à ce qu'il soit protégé, qu'il puisse se soigner, se nourrir, se vêtir, et puis aussi surtout rester dans son pays, avoir l'envie vraiment de y vivre à tous les niveaux. L'actualité, alors donc bien évidemment c'est la journée mondiale de la migration, des migrants, le Conseil des droits de l'homme qui salue, vous allez voir maintenant l'approche, voilà un petit résumé avec ces quelques éléments d'information qui saluent l'approche de l'Algérie concernant
la migration irrégulière, et on regardera un reportage aussi tout à l'heure de nos confrères africains qui reviennent sur vraiment la méthode du pouvoir algérien quant au traitement des migrants subsahariens qui se dirigent vers l'Algérie et qui sont jetés réellement, qui sont abandonnés comme ça en plein Sahara. On va d'abord écouter ces quelques éléments d'information qui résument le Conseil. À l'occasion de la Journée mondiale de la migration, le Conseil des droits de l'homme se félicite de l'approche de l'Algérie face à la migration irrégulière. Le Conseil a indiqué que l'Algérie s'efforce de s'attaquer aux causes de ce phénomène. Raisons liées, selon le Conseil, à l'instabilité politique et aux conflits dans les pays d'origine. Le Conseil a appelé la communauté internationale à apporter des solutions pratiques à ce problème. Il faut aider économiquement ces pays pour contribuer à leur stabilité, selon lui. Il a affirmé que l'Algérie œuvre pour faciliter le retour des migrants dans leur pays d'origine, dans les meilleures conditions. Le Conseil a considéré la position de l'Algérie comme une position humanitaire. L'Algérie, selon le Conseil, recherche la meilleure solution pour la circulation des personnes avec dignité. La déclaration de ce Conseil semble contraire de la réalité selon beaucoup de militants, qui accusent l'Algérie de criminaliser ce phénomène, provoquant des violations graves de leurs droits fondamentaux. Voilà, et je vous propose maintenant alors je vous invite vraiment aussi un peu à aller sillonner la caméra, à sillonner le net aussi, les informations, les ONG qui dénoncent le comportement du pouvoir algérien, qui dénoncent aussi ce manquement quant à la considération de ce fléau. Il y a des migrants qui arrivent donc d'Afrique subsaharienne, qui ne sont pas du tout considérés ni sur les plateaux télé, ni au sein de l'Assemblée, ni au sein du pouvoir. Et vous me direz que déjà les halagas ne sont pas évoqués, alors effectivement, mais on va écouter quand même en parallèle de ce résumé sur cette déclaration nos confrères africains. Je trouve qu'il faut un jour ou l'autre poser le débat avec l'Algérie. Ça fait des années que l'Algérie expulse dans des conditions totalement difficiles, qui renvoient les gens dans le désert, des gens malades, des femmes, des enfants qui sont expulsés vers le désert. De par le poids de l'Algérie, qui est quand même une puissance sous-régionale, la plupart des pays rechignent à poser le débat. Vous avez des centaines, voire des milliers de ressortissants de nos pays qui sont expulsés par un pays qui est membre de l'Union africaine, qui a des relations avec les autres. Il est important que les gens, et de ce point de vue, le discours que j'ai entendu a peut-être quelque chose d'intéressant qui consiste à dire, si l'Algérie veut refouler, eh bien, du territoire algérien, on peut améliorer les conditions par lesquelles les expulsions se font. Elles sont illégales, ces expulsions. Elles sont faites de façon collective. On ne peut pas prendre 100 personnes et les frapper de la même décision. On peut les traiter au cas par cas. Face à la vague d'expulsion de migrants, le ministère nigérien des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur algérien à Niamey pour protester contre le caractère violent de ces expulsions, mais également contre le fait d'envoyer au Niger des migrants d'autres nationalités. Ils nous ont tout pris, portable, argent. Nous sommes rentrés bredouilles, nous n'avons que Dieu. Nous ne sommes plus capables de communiquer à nos proches pour leur faire part de la situation. C'est vraiment inhumain ce que nous avons subi. Kamel Mortefi est avec nous en direct du Canada. Kamel Mortefi, on vient d'apercevoir un résumé de cette déclaration du Conseil des droits de l'homme qui va à l'encontre de cette réalité. On vient d'en voir un exemple. On connaît aussi la situation des libertés des Algériens qui quittent aussi le pays. Comment vous analysez cette sortie? Écoutez, la réalité, elle est autre. Certainement, la réalité démontre qu'il y a absence de l'État depuis fort longtemps. Et le phénomène de migration, il est mal géré. Rien qu'à voir dans les ruelles, dans les villes algériennes, le nombre d'Africains subsahariens qui vivent en Algérie et dans des conditions vraiment lamentables, qui
qui suscite même, qui alerte normalement l'opinion nationale et les autorités sanitaires sur des questions de santé publique carrément. Mais vu l'absence de l'État, l'État est plus occupé à gérer les publications sur Facebook et à chasser les militants, à chasser ceux qui veulent participer à l'édification d'un pays fort, solide sur des bases démocratiques. Non. Maintenant, les déclarations que peut faire le Conseil, le Conseil des Nations Unies, le Conseil des droits de l'homme, l'Algérie est membre de ce Conseil, et donc c'est des déclarations de bonne diplomatie. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait l'Algérie pour mériter une telle déclaration, une telle reconnaissance? Parce que il y a des tractations dans les coulisses. Qu'est-ce qu'elle a offert? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais cette déclaration ne reflète pas. Et surtout, sur quel point l'Algérie a contribué à bien gérer le phénomène migratoire, surtout en Afrique du Nord. On ne sait pas. Est-ce qu'elle a empêché les subsahariens de traverser, d'atteindre l'Europe? Est-ce qu'elle salue le traitement réservé aux subsahariens en Algérie? On ne sait pas. C'est une déclaration globale, floue, qui ne mentionne aucun détail. Donc, on va juste s'en tenir à la réalité sur le terrain. Si vous faites un vox pop, maintenant, vous allez dans les rues d'Algérie et vous posez des questions, vous allez voir des subsahariens qui montent, qui sont à tous les coins de rue, dans tous les carrefours, qui demandent de l'argent, qui demandent de la nourriture, souvent mal habillés et mal soignés, dans de mauvaises conditions sanitaires. Et on les trouve aussi dans des chantiers où ils sont exploités par des entrepreneurs dans l'indifférence totale de l'État. Donc, la réalité, elle est autre. La réalité, elle est autre. Maintenant, on aimerait bien que toutes ces choses-là soient gérées, bien gérées par l'État algérien, mais malheureusement, l'État algérien, entre autres, ses services de sécurité, n'ont pas le temps pour ce phénomène mondial, qui est le phénomène migratoire. Ils sont plus submergés par les arrestations de militants du Hirak et la fermeture médiatique et le maintien de la chape de plomb sur le plan de la liberté d'expression, donc qui empêche les gens de dire ce qu'ils pensent. Maintenant, si vous avez un Algérien de l'intérieur qui va contredire sur ce point-là, parler du phénomène migratoire à l'intérieur du pays, sur ce phénomène-là, la personne va se retrouver en prison. Ah donc, s'il n'y a pas de problème, alors laissez les journalistes parler, laissez les gens, les blogueurs, laissez les youtubeurs montrer des vidéos, montrer la réalité. Donc, et puisque nous sommes habitués à des mensonges de la part de ce pouvoir, c'est pas aujourd'hui qu'on va commencer à croire à tous ces mensonges. Restez avec nous, Kamel Mortefi. Rachid Hassani, on vient d'écouter effectivement un résumé du point de vue de l'analyse ici dans le cadre de cette journée des migrants avec la déclaration notamment du Conseil des droits de l'homme. Il y a une réalité aujourd'hui. On a vu ces quelques images. C'est un sujet qui est totalement ignoré au sein serait-ce que par l'information, serait-ce que par les analyses. C'est un sujet qui est totalement ignoré. On voit qu'il n'y a pas de moyens. Et puis on voit aussi ces images douloureuses, c'est que tout le monde est traité à la même enseigne, tout le monde est jeté et viré du pays, alors qu'il y a des lois concernant les migrants. C'est du cas par cas, c'est des enquêtes, quelle situation n'est pas la même qu'une autre, est-ce que lui peut rester, l'autre ne peut pas rester, enfin il y a un cadre à respecter. L'Algérie est un pays qui ne respecte rien, qui ne respecte pas les migrants, notamment là on parle des Africains venant de l'Afrique subsaharienne. Nous avons l'habitude de vivre en Algérie une réalité et nous avons à côté des discours officiels qui disent le contraire, qui sont dans le déni justement de cette réalité. Effectivement, ce phénomène migratoire doit être géré d'une manière à ce qu'on respecte la dignité humaine, à ce qu'on respecte les droits justement des migrants, d'autant plus que l'Algérie a ratifié justement
justement toutes les conventions qui donc préservent les intérêts des migrants, qu'ils soient subsahariens ou autres. Ici, nous avons donc des migrants subsahariens qui fuient la misère, qui fuient les guerres, et qui fuient les conflits fratricides de nos Sahel. Ils viennent en Algérie chercher d'abord donc la sécurité, ils viennent chercher à manger, ils viennent chercher à travailler, ils viennent aussi pour transiter et partir en Europe. Ce conseil qui nous dit, qui nous parle et diverse des mensonges, les Algériens ne sont pas dupes parce qu'ils sont en train de voir chaque jour, matin et soir, et à chaque instant, la situation des migrants subsahariens. Ils sont là. Moi, personnellement, je les rencontre matin et soir, et à chaque instant, ils sont sur les routes, sur les autoroutes, dans les carrefours. Ils sont réduits à mendier. C'est de petits enfants qui se faufilent des fois dangereusement entre les véhicules dans une situation humanitaire lamentable. Et ce n'était pas la générosité des Algériens, peut-être qu'ils seraient morts de famine ou de maladie. Voilà. Donc l'État lui-même, le pouvoir algérien, ne respecte pas les conventions qu'il a ratifiées, ne fait rien justement pour assurer quand même une certaine dignité, une certaine vie, des conditions quand même normales pour ces migrants. J'ajoute que effectivement ce phénomène est un phénomène important qu'il faut observer, qu'il faut surveiller, parce que ça relèverait au bout d'un moment de la sécurité des Algériens. Ça relèverait de la sécurité sanitaire justement des Algériens, parce que ces migrants, s'ils ne sont pas surveillés, s'ils ne sont pas mis dans des conditions normales, peuvent être des vecteurs d'un certain nombre de fléaux, que ce soit sur le plan sanitaire pour les Algériens ou que ce soit sur le plan sécuritaire. Et donc l'État est obligé d'assurer ses responsabilités, de respecter les conventions qu'il a Mais que dit alors derrière ces éléments de dignité, effectivement, d'accueil, d'apport, de soins, il y a certainement des associations qui essayent, etc., même si c'est pas facile, parce que je sais que, j'ai déjà rencontré des associations qui ont tenté d'essayer, qui parfois sont mal vues parfois par l'État, qui sont aussi stigmatisées, mais la justice, Rachid Hassani, on est en Algérie, on a un pouvoir qui, quand même, depuis maintenant plusieurs années, parle de cette nouvelle Algérie. On a entendu le président algérien, lors de l'ouverture de l'année judiciaire à la Cour suprême, évoquer ces éléments de dignité, de respect d'un citoyen bien dans sa justice, etc. Que dit la loi? On ne peut pas expulser ou, excusez-moi du terme, mais dégager comme ça des individus sans qu'il n'y ait pas de justice qui puisse dire mais attention, telle personne c'est tel cas et ça doit il y a une enquête, il doit y avoir un cadre à respecter juridique. Est-ce qu'il y a une justice derrière notamment ces situations de migrants, par exemple, ou est-ce que le pouvoir algérien fait ce qu'il veut, on envoie 2-3 cars et puis on ramasse les gens et puis on les laisse à l'abandon en plein Sahara? Toute la problématique est une question d'un état de droit et de justice indépendante. Nous ne vivons pas dans un état où le droit est respecté, où la justice est indépendante, où les libertés sont respectées, où la démocratie est le mode qui permet aux gens d'arriver au pouvoir ou de se maintenir au pouvoir. Donc toute la problématique algérienne est une question de respect des lois et qui relève d'un état de droit. Et c'est de cela que nous parlons depuis longtemps. On ne peut pas, personne ne peut aujourd'hui croire qu'un peuple qui bâillonne, qu'un pouvoir qui bâillonne sa presse, qui muselle son peuple, qui ne laisse pas les partis activés, qui met en prison des militants politiques, puisse sur cet aspect de la migration donc agir d'une manière correcte et orthodoxe. Personne
personne ne peut croire à ça. Donc la problématique est une problématique d'un état de droit, c'est une problématique de justice, c'est une problématique du respect des lois et des conventions qui sont ratifiées. On ne peut pas aujourd'hui croire qu'il y a un pouvoir qui piétine, qui transgresse une constitution, la loi fondamentale du pays qu'il a lui-même concoctée en dehors de la volonté populaire, puisse aujourd'hui respecter des conventions internationales. Donc toute la problématique est une problématique de respect des lois. Le respect des lois et leur effectivité relève d'un état de droit, et l'état de droit relève du principe de la souveraineté populaire et donc de l'exercice démocratique effectif. Ce pouvoir ne peut pas le faire tant qu'il n'est pas d'émanation populaire, il n'est pas un régime démocratique. Voilà, toute la problématique est là, Chaben. Voilà. Une petite minute, je vais revenir vers vous dans un instant, Rachid Hassani. Je sais que je dois vous libérer. Kamel Mortefi est avec nous aussi sur ces images que nous avons vues. Kamel Mortefi, c'est peut-être ça aussi un des problèmes numéro un, c'est que ce pouvoir est face à lui-même. Alors à l'heure actuelle aussi, il y a toute une effervescence derrière l'Algérie, notamment avec cette affaire de cet écrivain qui est aujourd'hui incarcéré d'une certaine manière, mais qui met en lumière aussi les libertés, les droits et la justice. On a son avocat aussi qui parle de situation d'opaque où la justice est totalement encadrée, dirigée. Concernant ces migrants, tout ça c'est lié, parce qu'on parle de liberté, de droit depuis janvier, entre septembre entre janvier et septembre dernier 2024, l'Algérie a refoulé vers le Niger près de 20 000 migrants africains, dont des femmes et des enfants. Voilà ce que nous dit l'agence France Presse auprès de l'ONG locale Alarme Fin de Sahara, cette organisation qui au secours des migrants dans le désert entre l'Algérie et le Niger a recensé exactement 19 798 personnes refoulées entre janvier 2024 et septembre 2024. Kamel Mortefi, une réaction là-dessus. En Algérie, c'est des sujets qu'on ne peut pas évoquer, c'est des sujets qui sont enfermés, qui sont dans des boîtes. La justice ne peut rien dire. On a des hommes et des femmes qui sont comme ça, soit laissés d'ailleurs à l'abandon parce qu'ils vont quitter les côtes algériennes et partir dans des embarcations de fortune. On s'en préoccupe pas. La justice ne dit rien. Ou soit effectivement, on est Afrique subsaharien et à la fois on est jeté comme ça, refoulé, sans aucun droit, aucune justice. La justice en Algérie est un autre département submergé aussi par les blocages, par cette politique du maintien du système à tout prix. Toutes les institutions de l'État, moi je vous parle des témoignages d'agents, de policiers, de gendarmes, et vous savez que ce sont des enfants du peuple, de militaires, mais surtout plus les gendarmes, la police, ils vivent depuis la promulgation de l'article 87 bis qui replonge l'Algérie dans le climat du terrorisme des années 90. Donc le fonctionnement de l'État il est rendu à fonctionner comme à l'époque des années 90, dans la pression, dans le suspense, dans le manque de confiance. Et tout ça, l'article 87 bis lui-même, seul, va évaluer combien de ressources humaines et financières consomment. Quand vous maintenez des brigades et des brigades dans la police, dans la gendarmerie, tout le temps en alerte, tout le temps avec des heures supplémentaires, tout le temps actifs sur le terrain, ça c'est de l'argent. Ça c'est de la pression sur une institution de l'État qui est l'institution sécuritaire. Et à côté, vous avez une institution judiciaire aussi qui subit les mêmes pressions, donc n'a pas le temps de traiter autre chose que de s'occuper à gérer les soi-disant tentatives de déstabilisation de l'État par des groupes supposément terroristes. Donc c'est le pouvoir politique actuel
lequel est rejeté par le peuple à plus de 95%. La preuve, c'est le 7 septembre passé. C'est ce pouvoir-là rejeté par le peuple qui essaye, qui tente de se maintenir contre vents et marées en mobilisant tous les moyens de l'État, en créant un stress dans les structures de l'État juste pour se maintenir. Donc, il y a une gestion policière, une gestion militarisée de tous les problèmes que vivent l'État algérien, la nation algérienne, et dans le phénomène migratoire. Moi, je me pose la question, et je suis en droit de me poser la question. Les Algériens qui quittent sur des embarcations de fortune, qui vont en Espagne et en Italie. Il y a des barques qui sortent, et elles reviennent. Elles reviennent, ces barques-là. Elles ne restent pas. C'est des yachts, parce que quand vous payez votre place à 130 millions de centimes dans un comment il s'appelle, et des moyens plus rapides, donc des bateaux plus rapides, donc c'est des bateaux qui rentrent en Espagne, en Italie et reviennent en Algérie. Moi, je me pose la question, en dehors des personnes qui sortent, qu'est-ce qui sort d'autre? Les valises qui vont dans ces embarcations, qu'est-ce qu'il y a dans ces valises? Quand il revient, qu'est-ce qu'il revient avec? Parce que quand les frontières algériennes deviennent une passoire, que ce soit à la sortie ou à l'entrée, je me pose la question sur c'est qui surveille ces frontières-là? Si une embarcation qui prend 100 personnes, elle va en Espagne et dépose les personnes immigrantes Haraga, et elle doit revenir, la personne, elle doit revenir en Algérie. Elle doit pénétrer une frontière surveillée, censée être surveillée par les gardes-côtes. Alors, est-ce qu'on arrête cette personne-là pour qu'il ne fasse pas un deuxième voyage, un troisième, un quatrième, un centième? Maintenant, les mêmes personnes, c'est devenu un réseau. C'est un réseau qui font du va-et-vient. Et les gardes-côtes et les services de sécurité. Imaginez-vous si quelqu'un qui vient d'un autre pays ramène des bombes atomiques. Éventuellement, derrière ce laisser-aller, il y a une complicité indirecte. C'est vrai que c'est aussi des questions qui se posent. Il n'y a pas de débat dans les médias. Je me pose des questions. Je me pose des questions. Je me dis, si ce n'est pas un Algérien qui revient de l'Espagne, il peut y avoir quelqu'un d'autre qui va venir de l'Espagne avec une embarcation de fortune comme ça, vide, avec des valises, il y a des choses à l'intérieur, on ne sait pas c'est quoi, parce qu'on ne les arrête pas pour les fouiller, on ne sait pas. Donc, moi je me pose la question, est-ce qu'on surveille? Il y a un autre problème. S'ils disent qu'ils contrôlent les haraga, alors vous avez dans la tête, vous réfléchissez, dans la tête en tant qu'opposition politique, hein, en tant que militant politique, vous êtes chez vous, à la maison, vous réfléchissez à une phrase que vous allez publier sur Facebook, vous ne la publiez même pas, les services de sécurité frappent à la porte et vous emmènent et vous arrêtent sur le coup de 87 bis. Alors, ceux qui organisent le voyage de Hargar, de Tizi Ouzou, de Bougie, de Barnia et tout ça, ils s'en vont. C'est un projet. Vous devez payer une partie, vous devez réserver votre place une année pendant, donc vous avez des communications avec l'organisateur, avec le réseau, et tout ça, les services de sécurité ne le savent pas. Il y a des fois à se poser des questions. On voit en tout cas votre question. Je reviens à vous, elle est pertinente. Effectivement, on sait combien le pouvoir algérien met les moyens pour notamment le renseignement. Rachid Hassani, peut-être avant de vous quitter, beaucoup dans le cadre de ces dernières semaines, durant toutes ces affaires, ces cas que nous voyons, il y a ce tout sécuritaire. D'ailleurs, beaucoup d'observateurs, d'analystes parlent de la situation des migrants, comment ils sont traités. Il y a ce tout sécuritaire qui est plutôt présent, hein, qui sont des migrants qui sont souvent considérés comme des criminels et non des victimes. D'ailleurs, je rappelle qu'en Algérie, des peines de prison peuvent aller de 2 ans à 6 mois et une amende pouvant atteindre 60 000 dinars ont été imposées à certains migrants irréguliers.
une question, est-ce que derrière ce phénomène du tout sécuritaire, ces lois, ce 87 bis, ou d'autres lois qui peuvent criminaliser des militants ou même des migrants quelque part, est-ce qu'ici on parlerait pas d'un État peut-être qui manque de cap, qui n'a pas de projet, un État déstabilisé, affaibli, Rachid Hassani, un État qui continue tout de même à utiliser énormément de lois répressives? C'est clair, mais on peut plutôt parler d'un pouvoir qui affaiblit l'État, qui affaiblit les institutions de l'État algérien, un État qui est dans le déni, qui se défausse sur de prétendus groupes de mafia, de passeurs et autres, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme je l'ai dit dans plusieurs de vos émissions, en tout cas, si l'analyse que nous faisons au RCD, c'est ce phénomène de Harga est un indicateur de l'échec de toutes les politiques publiques menées depuis 62, mais surtout exacerbées et renforcées depuis 2020. Donc c'est la répression politique, c'est le déni de la réalité, c'est la malvie, c'est l'absence de liberté, c'est l'absence de débouchés pour les jeunes Algériens. C'est tout cela. Donc le pouvoir, quand il se défausse sur de pseudo-groupes qui seraient des passeurs, est une fuite en avant, est une légèreté dans le traitement du phénomène. Ce fléau aurait normalement poussé ce pouvoir à organiser les états généraux pour essayer de faire un diagnostic sérieux de la situation et pour pouvoir y remédier avec des mécanismes autres que tout cet aspect sécuritaire. Voilà ce qu'on peut dire sur ce phénomène de la migration. Je ne sais pas, Chaban, si vous permettez, parce que je voudrais bien passer un appel et une information. Par rapport au meeting que va organiser le parti, donc j'allais le faire, juste peut-être une réaction à vous entendre. On va évoquer le meeting de samedi après-midi avec le RCD à Paris, mais à vous entendre, effectivement, vous dites, par exemple, ce pouvoir qui affaiblit l'État, les institutions, mais quand on voit ces migrants, ces militants aussi en Algérie qui ont envie de s'exprimer, qui ont envie d'écrire, qui ont envie de faire des thèses sur les migrants, sur les haragas, qui ont envie de travailler, etc. Ça fait peur au pouvoir apparemment, et puis on a l'impression aussi de voir un pouvoir, une nouvelle Algérie dirigée par le pouvoir actuel, donc l'arrivée quand même du président. Quelque part, on se contrefiche de ces jeunes générations, de ces Algériens et ces Algériennes qui s'en vont et qui quittent le pays pour aller vivre ailleurs et offrir leurs compétences ailleurs. Ils ne peuvent pas faire autrement, parce que d'abord, je veux dire que ce phénomène est un phénomène qui dévoile leur échec lamentable sur tous les plans. Et puis, de l'autre côté, ils ne peuvent pas retenir si jeunes, non, parce que ils ne peuvent pas leur offrir des horizons meilleurs, ils ne peuvent pas leur offrir des perspectives meilleures, ils ne peuvent pas leur offrir des postes de travail, des salaires décents, de la liberté pour vivre et pour respirer. Voilà, donc c'est tout cela. De l'autre côté aussi, ils ne peuvent pas le faire parce que pour un certain nombre de jeunes Algériens, ils seraient, selon le pouvoir, encombrants pour eux parce qu'ils sont d'un niveau qui leur permettrait justement de mobiliser, de conscientiser la société. Donc, ils préfèrent les laisser partir pour ne pas les déranger et pour ne pas donc leur créer des noises sur le plan interne, sur le plan politique, sur le plan notamment des revendications, qu'elles soient salariales, syndicales ou politiques ou de liberté. C'est tout simplement ça. C'est donc ces deux paramètres qui font que le pouvoir algérien justement ne veut pas regarder de face ce phénomène, ce fléau, pour essayer d'y remédier, pour essayer de
l'XTRP à la République. Ce qui mettrait en lumière son échec, on a bien compris. Alors donc c'est à République, 21 décembre, donc c'est samedi, je pense que c'est 14h, la Bourse du Travail précisément. Exact. Ce sont des sujets que vous allez évoquer. Le président, malgré qu'il soit intimidé aussi, il soit bien contrôlé, il sera tout de même présent. Oui, dans le sillage de nos rencontres que nous avons organisées, tant bien que mal, malgré la répression, malgré les intimidations, malgré l'intox, dans le sillage donc des rencontres que nous avons organisées au pays avec les citoyens pour renouer justement avec les citoyens, avec les activités politiques, pour redonner espoir aux jeunes, justement pour redonner espoir au peuple algérien et pour essayer de résister justement à cette répression qui s'abat sur les Algériens, sur les libertés. Le RCD donc organise à Paris un meeting suivi d'un débat avec le président Ahmed Mazouz. Donc c'est un meeting et c'est une rencontre qui est co-organisée par le secrétaire national chargé de la diaspora et le RCD France. Il sera organisé à la salle donc Bourse du Travail qui se retrouve à République, 29 boulevard du Temple, 75e Paris. Bon, pour ceux qui habitent Paris, ceux qui connaissent Paris, la République est une place qui est desservie par les lignes du métro, donc 3, 5, 8, 9 et 11, et par les bus, donc lignes numéro 20 et 65. C'est un meeting qu'organisera le président après quand même un temps. Ça fait longtemps qu'on n'a pas rencontré notre diaspora à Paris, que les politiques algériens, les responsables politiques n'ont pas rencontré notre diaspora à Paris. Ça sera l'occasion justement d'échanger, de leur parler de la situation difficile que vivent les Algériens, notamment au bled, dans le pays. Ça sera une occasion d'échanger justement avec notre diaspora sur leurs préoccupations, sur leurs problèmes, sur leurs aspirations, perspectives aussi. Nous savons que notre diaspora a été tout le temps un moteur, a été tout le temps d'un apport appréciable pour l'Algérie, pour le pays, depuis le mouvement national, la révolution algérienne 54-62, dont les différents mouvements politiques que nous avons connus au pays. Donc, ce sera une très bonne occasion d'échanger. Toutes les questions seront les bienvenues, sans tabou, et nous espérons que la diaspora sera fortement présente pour un peu échanger avec le président. Le message est passé. Donc, samedi 21 décembre, en tout cas, El Maralebia sera présente pour assister à ce moment, comme elle essaye de le faire à chaque événement, bien évidemment. Donc voilà, samedi 14h, place de la République, qui est très connue puisque le Hirak a été présent à la République pendant plusieurs mois. Rachid Hassani, merci d'avoir été avec nous. Kamel Mortefi, je termine l'émission avec vous. Il y a ces régimes, ces pouvoirs qui font appel à ce que vous disiez, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, ces lois, ces 87 bis, tout répressif, ce tout sécuritaire. La Syrie est d'ailleurs tombée, certainement que l'empire Bachar Assad ne s'y attendait pas. Est-ce que pour vous aujourd'hui en Algérie, est-ce que ce pouvoir qui quand même cadre énormément, il y a un tout sécuritaire qui s'impose de plus en plus, qui se met en place, est-ce que c'est un pouvoir qui est amené à s'affaiblir de plus en plus parce qu'il manque de cap, ou justement le fait de mettre ces éléments en place, c'est ce qui lui fait sa force et sa pérennité dans le temps? Aucun pouvoir dictatorial n'est fort. Che Guevara le disait dans ses écrits, aucune armée régulière au monde ne peut venir au bout de son peuple. Un peuple uni, il peut vaincre tout, mais c'est que la solution, nous la souhaitons qu'elle vienne de manière négociée, de telle sorte à ce que la chute du système n'entraînera pas la chute de l'État, l'effondrement de l'État, parce que nous avons peiné à construire cette Algérie, à la garder pour que le peuple vive dignement. Mais les tenants du pouvoir ne veulent pas comprendre que la démocratie, l'implication du peuple dans les choix
qui le concerne dans la décision, elle est impossible à éviter, parce que si on essaye de l'éviter, on tombe dans la dictature, et la dictature ne durera jamais. Nous l'avons vu, Saddam Hussein est tombé, Kadhafi est tombé, le régime de Bachar est tombé, et ce n'est pas le régime de Tebboune qui va tenir longtemps encore s'il continue dans ces mesures d'enfermement. Il le sait lui-même, il est en train de tergiverser pour justement chercher à ce que le peuple le cautionne, mais le peuple ne veut pas le cautionner. Il lui a rappelé encore le 7 septembre passé à 95%, sinon plus, qu'il ne veut pas de lui. Il veut la démocratie, il veut établir les règles démocratiques sur lesquelles il va choisir ses propres gouvernants, ses propres députés. Merci. Et voilà, je vous remercie beaucoup, merci. Merci, c'est moi qui vous remercie. Effectivement, en 95, un président très mal élu le 7 septembre, mais ça en dit long, hein, parce que les Algériens ont boycotté le scrutin, peut-être Abdelmadjid Tebboune, mais ont totalement boycotté la politique. Ils n'ont plus confiance en ce système. Donc, c'est la réalité aussi de l'état de santé d'un pays en termes de démocratie, état de droit, quand on ne va plus voter. Ça en dit long, et c'est ce qui, malheureusement, est là depuis plusieurs années dans le cadre de tous les scrutins qui se sont succédés depuis plusieurs années. Merci Kamal Mortefi d'avoir été avec nous. L'équipe en régie, merci infiniment. Dans quelques instants, mon ami confrère Jamaldine Benchenou, juste derrière, c'est Jamaldine Taleb, si je ne me trompe pas, pour El Omr, et puis Mohamed Bachouch, et puis Lotfi de Bolcano qui vous ouvre l'antenne. N'hésitez pas à appeler pour nous parler de votre quotidien, vos difficultés, les migrants, ce que vous vivez, ce qui vous révolte aussi, ce qu'il y a de bien aussi. C'est important de l'entendre. Bonne soirée à tous et à demain, je l'espère.